pense que c'est important de le véhiculer auprès de notre enfant. Bon, moi, je vais y être confronté aussi parce que j'ai mon fils qui a 12 ans et qui veut faire du rugby, qui est à fond dans ce truc, mais le rugby, c'est pas un métier, pas un vrai métier. Je reviendrai 15 ans en arrière, j'apprendrai un vrai métier et je ferai du rugby à côté. Voilà. J'aurais pris la claque, mais elle n'aurait pas été aussi violente. Vous reconnaissez cette voix? C'est celle d'un demi qui a écumé les plus grands terrains de France. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast de Rugby Mercato. La Cravate, c'est LE podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique, parsemé de réussites et parfois de gros coups durs. Après avoir grandi en Ariège, mon invité part tenter l'aventure en terre catalane et fait son trou du côté d'Aimé-Giral. Il devient par la suite un cadre de la section paloise avant de découvrir la vie parisienne au Racing 92. En 2017, il boucle la boucle en terminant à Perpignan, là où son aventure professionnelle avait commencé 15 ans plus tôt. Fermement enraciné, il est maintenant de retour sur ses terres et entraîne l'équipe de Saverdun. Mon invité se livre sans concession et avec une rare lucidité sur son parcours, ses doutes et l'isolement que peuvent ressentir les sportifs de haut niveau durant et après leur carrière. Son tempérament et sa détermination lui permettent aujourd'hui de développer de nouveaux projets et de prendre un nouveau départ. J'ai eu la chance de m'entretenir avec Sébastien Descon. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et à le partager autour de vous. Ça aiderait vraiment La Cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci de me recevoir chez toi dans ton fief ariégeois à Saverdun. On est au clubhouse du stade qui est tout décoré de rouge et noir. C'est les couleurs locales et je peux dire qu'elles sont plutôt populaires avec l'aura du voisin toulousain qui est situé à une 60aine de kilomètres d'ici. On est chez toi, vraiment là où tu as grandi. De quoi rêvais-tu quand tu étais gamin ? À quoi je rêvais Alors bon, moi j'ai eu une enfance, on va dire, heureuse. Alors heureuse malgré le... Ça fait un peu bizarre, mais j'ai perdu ma maman quand j'avais 5 ans. Mais je veux dire, aujourd'hui, j'ai pas trop de souvenirs d'elle. Et je pense que ma famille, que ce soit mon papa ou mes grands-parents, que ce soit maternel ou paternel, m'ont pas fait sentir ce manque-là. Donc j'ai été bien accompagné dans tout. Je manquais de rien. Donc voilà, donc j'avais des vacances à la campagne, à la ferme. Voilà, donc tout petit, je pense pas que je rêvais de devenir professionnel de rugby. J'ai grandi dedans. Oui, je m'imaginais dans mon jardin, je me faisais mes matchs et je faisais mes trucs, mais je pense pas que je rêvais à être pro. Voilà, ça s'est décanté un peu plus tard, sur le coup de 15-16 ans, où je faisais partie des sélections d'Ariège, Midi-Pyrénées. J'ai commencé à jouer ici en première, et c'est vrai que là, bon, oui, il y avait une certaine envie, mais j'étais pas parti non plus pour partir à Perpignan, et voilà, disons que j'avais des rêves d'enfant. Voilà, je me souviens que je marquais souvent que je voulais devenir pompier professionnel. Voilà. Ah, toi aussi. Voilà, mon fils aujourd'hui marque aussi ça dans certaines choses. D'accord. Mais bon voilà, mais j'avais ce truc de pompier me plaisait, comme tout garçon quand j'étais petit. Voilà, c'était un peu des rêves comme ça que j'avais. Ouais. D'accord, donc quand tu étais tout petit, tu as attaqué le rugby à Saverdun, tu avais 4 ans ? Alors oui, j'ai débuté tôt parce que mon papa était donc éducateur. Donc je faisais les entraînements, je faisais pas les tournois, mais j'ai attaqué de très bonne heure. Je partais le dimanche avec le bus des seniors. Donc voilà, j'étais un peu la mascotte des joueurs. Donc voilà, donc j'ai continué jusqu'à 19 ans ici. Donc j'ai eu la chance après de 17 à 19 de jouer en première. Je rêvais pas du monde pro parce que comme on disait encore il y a pas longtemps, c'est que moi je m'identifiais d'abord aux joueurs de la première. Voilà, les joueurs de la première de Saverdun, c'était mes idoles entre guillemets. Alors bien sûr qu'après j'étais à fond dans le Stade Toulousain, c'était les périodes en plus fastes du club, du stade, mais voilà, mes premiers idoles c'était les joueurs premiers d'ici. Donc voilà, j'ai évolué de 4 ans à 19 ans dans mon club amateur, mais sans réel non plus envie de devenir pro derrière. C'était pas encore ma destinée, on va dire, pour l'instant. Enfin, voilà. D'accord, donc tu fais tout ton parcours jeune, tu attaques en première, vous étiez à quel niveau à l'époque ? Fédéral 3, et on était monté en Fédéral 2. D'accord. Donc après, j'étais rentré quand même en sport-études à 17 ans. Voilà, à l'issue du collège, j'avais suivi la branche professionnelle, j'avais fait un BEP.
Donc j'étais parti là-dedans parce que oui, je commençais à avoir des sélections. J'étais toujours sélectionné en Ariège, Midi-Pyrénées. J'ai faisais partie de l'équipe aussi France scolaire. Mais quand je suis parti à Perpignan, à la base, je devais partir à Blagnac qui était en Fédéral 1 à cette époque-là. Donc ouais, c'était les vacances en Ariège, l'été, les copains. Voilà, c'était pas parti dans un truc de professionnalisation. Ouais, t'étais pas programmé pour ça. Donc du coup, à 19 ans, tu pars à l'USAP. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui fait que tu t'en vas à Perpignan? Ben, c'est que cette année-là, je fais partie des équipes amateurs fédérales. À l'époque, ça regroupait les meilleurs joueurs de Fédéral 2, Fédéral 3. Donc, je jouais dans cette équipe-là. Et il y avait Olivier Carbonneau qui s'occupait à ce moment-là de Blagnac. Donc, en discutant, voilà, un jeune de 18 ans, ça les intéressait aussi là-bas. Donc, j'étais parti plus pour signer là-bas. Mais cette année-là, en Fédéral 2, avec mon club ici à Saverdun, on avait toute la poule pays catalan, avec notamment Argelès-sur-Mer. Et je me suis fait repérer là-bas et du jour au lendemain, en fait, je me retrouve à être reçu par le président de l'époque, Marcel Lagrenat, à Perpignan, où on me fait visiter les installations et voilà. Et en rentrant, le choix a été fait, quoi. Donc du coup, c'est mon père qui s'était chargé à l'époque de rappeler Blagnac. C'est là que j'ai enclenché vraiment avec le monde pro. Donc là, tu arrives à l'USAP. Tu es en Réchelle à l'époque? C'est ça, en fait, j'étais, oui, Réchelle 1. Alors, il n'y avait pas encore les centres de formation. Donc, j'étais là-bas. Je m'étais entraîné toute le premier été avec l'équipe senior, enfin, les pros. Voilà, ça commençait à passer professionnel. Mais donc, voilà, je me retrouvais à passer de 2 entraînements semaine à Saverdun à 2 entraînements en jour. Donc la charge avait été très très compliquée, mais voilà, je vivais un rêve en fait. Voilà, j'évoluais avec des Christophe Porcu que je venais de voir à la télé. Ils venaient de perdre la finale avec Agen, Bernard Gouta. C'était des joueurs que moi je regardais à la télé. Et je me retrouvais à m'entraîner avec eux. Donc au début j'étais plus dans un rêve que dans autre chose, quoi. C'était le gamin de l'Ariège qui arrivait, qui débarquait un petit peu là. Mais je pense que c'est ce côté aussi enfantin qui a fait que les anciens m'ont pris sous leur aile aussi. Voilà. J'avais ce respect-là, j'avais les jambes qui tremblaient même quand j'arrive aux entraînements. Donc voilà, donc ça s'est fait comme ça. Et donc j'étais sur classe en espoir, je redescendais en Réchelle. Voilà, j'ai vécu pendant les 2 premières années Réchelle Espoir jusqu'à signer mon premier contrat, mon premier contrat pro avec l'USAP en 2004-2005. D'accord, donc à 21 ans. À 21 ans, c'est ça, ouais. Ok, donc tu signes ton contrat pro, tu fais pas mal d'apparitions en équipe 1. Tu fais combien de saisons relativement pleines à l'USAP? En fait, les 2 premières années, je fais beaucoup de feuilles de match parce que le demi-mêlée de l'époque, Ludovic Lousteau, s'était fait mal. Donc j'étais la doublure de Nico Durand. Bon, j'étais remplaçant, je jouais pas trop. En fait, voilà, il me manquait vraiment du temps de jeu. Donc je fais 2 saisons comme ça où on est champion de France aussi en espoir avec l'USAP. Mais je me retrouve en 2006 où finalement je me rends compte que je joue pas trop. Et le club me propose quand même de re-signer là-bas. Et là, à ce moment-là, je fais le choix de refuser parce que je me dis qu'il faut que je joue. Et pendant tout le mois de juin de 2006, je me retrouve, voilà, je dis non à Perpignan, mais je n'avais pas de club. Et il se passe que la section descend à la dernière journée et donc perd des joueurs aussi à l'intersaison. Et je signe à la section 1 an au début, 2006-2007, voilà, pour avoir du temps de jeu là-bas. D'accord, donc là tu te retrouves à Pau et c'est le début d'une nouvelle aventure en Pro D2 donc. C'est ça. Bon, j'arrive, je signe qu'un an, donc voilà. Aujourd'hui, c'est sûr qu'avec le recul, je me dis que avec ce contrat de signer, la durée, si je me pète d'entrée, s'il le faut un an après, je reviens à Saverdun, quoi. Ah, c'est un gros risque. Ouais. Voilà, c'est un risque mais que je vois pas à l'époque, parce que j'ai 23 ans. Voilà, je me dis bon, mais il faut. De toute façon, j'avais pas le choix. J'avais rien prouvé, donc je pouvais pas non plus signer 3 ans, c'était pas possible. Et puis bon, le club va mal. La section au tout début, il y avait un projet mis en place qui était quand même, je pense, un peu utopique. Finalement, au bout de 2-3 mois, on est dernier de Pro D2. Et à ce moment-là, on me donne ma chance et je serai titulaire jusqu'à la fin de la saison. En 9, en 10, je deviens un petit peu le joueur idéal pour un groupe parce que je peux couvrir les 2 postes de la charnière, je bute. Du coup, je deviens titulaire et j'ai la chance derrière donc, du coup, de pouvoir re-signer 2 ans. Et ça se fait jusqu'en 2011 où je reste 5 ans finalement à Pau, quoi. Donc une grosse aventure paloise qui était censée être au départ une parenthèse, une saison, tu restes 5 ans, tu fais des saisons pleines et à ce moment-là, tu pars au Racing. Franchement, à l'époque, je me voyais finir à Pau. Pour moi, j'étais là-bas. J'avais fait 5 ans.
J'étais pas devenu béarnais, mais voilà, on a vécu des moments difficiles, mais on s'était créé il y avait des copains, quoi. C'était vraiment une ambiance de fédéral dans un club pro. Bien sûr que derrière le Racing, j'ai connu des joueurs que j'aurais jamais connus, peut-être à Pau, mais je suis parti sur un malentendu. Alors la section avait besoin de se renouveler aussi. Je pense que ça faisait déjà 5 ans. C'est la période où on a perdu. Moi je suis parti, Greg Puyot est parti, Keke Darbo est parti, Julien Dumora est parti. Il y a eu beaucoup de départs cette année-là. Donc je pense que pour le club il le fallait sûrement. Mais ça m'a laissé un petit goût d'inachevé. Voilà. Il y a eu des désaccords avec Thierry Cléda qui était en place à l'époque. Sûrement aussi des attitudes personnelles qui n'étaient plus trop en phase non plus. Sûrement. Bon voilà, c'est un peu dommage parce que je me voyais vraiment là-bas et on m'a forcé à partir. Voilà, je ne suis pas parti de moi-même. Mais voilà, derrière, je ne peux pas me plaindre parce que je signe au Racing et c'est un peu la même histoire qu'à Pau, quoi. J'arrive au Racing numéro 3. On me prend là-haut parce que Jérôme Fillol arrête. J'arrive là, derrière Nicolas Durand, il y a Mathieu Lauré. Je suis vraiment pas. J'ai 28 ans déjà, donc je me retrouve là. Bon. Et un petit peu la même histoire, c'est que du coup le club a un peu des résultats un peu en dents de scie. Herbert Billet qui est manager à l'époque est mis en cause un peu par le vestiaire. Et moi, voilà, il me donne ma chance à moi et voilà, et ça part. Et je saisis ma chance. Et comme je pense qu'un autre aurait pu saisir sa chance aussi. Mais là, c'était toi, tu l'as fait. Voilà, donc c'est moi, je l'ai saisi. Puis Gonzalo Quesada, il y a eu un changement aussi. Simon Manix qui était en charge des 3/4 est limogé du club. Donc c'est Gonzalo qui arrive. Et puis ça se passe bien avec Gonzalo. Et c'est moi qui fais toute la seconde partie de saison. Donc là, pareil, je me sens bien, quoi. Voilà. Et c'est un peu, voilà, toujours à un peu la même histoire à travers les clubs où je suis passé en fait, voilà. C'est drôle parce que tu pars de Pau sur un concours de circonstances. Pau était en Pro D2 à l'époque. Tu te retrouves au Racing qui est en top 14 et tu gravis les échelons jusqu'à devenir une pièce maîtresse de l'effectif. Pièce maîtresse, j'en arriverai pas là, mais c'est vrai que oui, je faisais mes matchs, quoi. Je commençais, après voilà, j'avais ce côté leader qui reprenait cette confiance en moi, qui faisait que je passais bien avec tous les mecs. Et encore une fois, j'ai ce profil qui plaît aussi, c'est que je peux jouer 10, je bute, donc c'est dans un effectif, c'est sûr que c'est un avantage. Comme tu dis, je me retrouve un an après à jouer un barrage à Toulon, à Mayol. On doit le gagner, tu vois. Donc voilà. Donc derrière, c'est sûr que pour moi, ça a été bénéfique de partir de la section, même si je suis parti à contre-cœur parce que c'était une volonté du club à pas me renouveler. Voilà. Il y a eu des excuses de trouver, mais c'est comme ça. D'accord. Bon, après, la vie a fait que tu t'es quand même retrouvé dans un club encore plus huppé. Et donc, par contre, ton aventure au Racing se termine en cours de saison. Ouais, alors je fais 2 ans et demi au Racing. Donc les 2 premières années avec Gonzalo Quesada qui était après devenu manager en 2012-2013. Bon, mais là, un an avant déjà, on apprend que Gonzalo ne sera pas reconduit et on sait déjà que les entraîneurs seront les deux Laurent, Travers et Labitte. Et bon, on a déjà des entretiens individuels 9 mois avant. Et donc on me dit qu'on ne me gardera pas. Donc au final, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, il y a des discussions avec des clubs, mais rien de concret. Et finalement, je pense que les deux Laurent ne trouvent pas leur neuf qu'il leur faudrait. Donc ils me gardent, mais je sais très bien que c'est un choix plus par défaut. Donc voilà, moi ça me va bien aussi de rester là-haut. Je re-signe 2 ans et là ça a commencé à devenir mes pépins physiques. J'ai commencé à me faire opérer des adducteurs à l'intersaison, donc je reprends pas en même temps que le groupe. Je reprends en retard. Et dès le début, ça se passe pas. Voilà, je perds confiance. Je perds confiance surtout en moi. Le club a fait arriver beaucoup d'étrangers. Voilà, on se retrouve dans une période un petit peu compliquée. Et moi, c'est vrai que ma nature fait que voilà, je m'impose pas, quoi. Voilà, je pense que je subis les événements et on est arrivé à un point de non-retour où en janvier 2014, j'ai l'opportunité de pouvoir signer à Perpignan, joker médical. Et malgré le fait qu'il me reste 1 an et demi, voilà, on décide de casser le contrat pour que je puisse retrouver du temps de jeu. Et voilà, là, cette période-là du Racing, elle est compliquée parce qu'on se retrouve, on est 5 demi-mêlés. On était parti juste avec Max Machno, moi et Lolo Magnaval. Début septembre, il y a un Sud-Africain qui signe. On l'apprend dans le milieu olympique. Je ne suis pas inscrit sur la liste Coupe d'Europe, donc ça veut dire beaucoup de choses. Et au mois de novembre, Mike Philippe ça arrive aussi. Mike qui n'est pas gardé de Bayonne, qui signe au Racing. Donc on se retrouve avec 5 demi-mêlés. Donc ouais, là tu lâches, quoi. Tu lâches et tu dis, bon, de toute façon, ça ne sert à rien de continuer. Mais là, encore avec le recul, j'aurais pas dû lâcher. Voilà. Je vivais dans un club avec des moyens énormes. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc du coup, voilà, je signe à Perpignan, joker médical en février 2014. D'accord, donc c'est vraiment l'occasion de revenir à la source du professionnalisme pour toi. Tu signes à l'USAP, qui est en Pro D2 à l'époque. Non, on est en top 14. En top 14, d'accord.
Au mois de décembre, ils sont leaders de la poule en Coupe d'Europe, ils sont qualifiables. Et puis, il y a beaucoup de blessures à ce moment-là. Camille Lopez se fait mal, Sofiane Guitoun se fait mal. Et puis, c'est juste avant le tournoi. Donc, il y a James Hook et Tommy Allen qui sont internationaux à gallois et italien. Donc, c'est pour ça qu'ils cherchent quelqu'un. Donc, voilà, moi, c'est l'opportunité de pouvoir rebondir. Comme j'avais dit à l'époque, je ne l'aurais pas fait si ça n'avait pas été l'USAP. Voilà, parce que, comme tu dis, c'est le retour aux sources. C'est mes souvenirs des 4 ans là-bas avec les espoirs. Donc, voilà, je fais ce choix-là. Mais déjà, là, mentalement, à ce moment-là, je suis en perte de confiance complète. Je viens de subir une opération des adducteurs. Mes adducteurs me font toujours mal. Et là, à ce moment-là, je commence vraiment à plus avoir confiance en moi. Et puis la période Perpignan ne se passe pas comme je l'avais imaginé. Je fais que 2 matchs titulaires. Donc le premier que je fais une semaine après être arrivé, je joue contre le Racing à Aimé-Giral. On me fait match nul à la dernière minute. Et derrière, après, je refais qu'un match. Donc là aussi, incompréhension. Pas d'explication. Donc là, du coup, à l'intersaison, le club descend. Voilà, là, c'est pareil. Il y a l'opportunité de rebondir ailleurs. Mais au fond de moi, je sais que vu que je me mets plus les moyens et je me dévalorise devant tout, je me vois pas aller ailleurs. Et après, surtout, au fond de moi, c'est que je suis redevable par rapport quand même à l'USAP. C'est que j'arrive là, ça descend et je me voyais quand même pas partir. Donc je re-signe 3 ans et là, je me refais opérer des adducteurs. Et c'est le début de la descente parce que je retrouve jamais mon niveau. Puis personnellement, je fais plus d'efforts. Voilà. Je me mets dans cette bulle qui me coupe de tout. Je deviens parano de tout le monde. À cette époque-là, le président de l'époque me fait arriver avec un surnom, l'oiseau rare, qui m'a collé là, un peu là-bas. Les gens s'attendaient à un gros joueur qui arrivait et en fait c'est moi qui arrive et l'oiseau rare, voilà, j'ai jamais rendu ce que le club attendait de moi, donc ça aussi ça y a joué aussi mentalement. Bon voilà, donc je finis là-bas en 2017, mais j'ai mieux fini parce que Patrick Arletaz avait repris le truc et voilà. Et on a retrouvé des résultats et on se qualifie pas parce qu'on part de tellement loin, mais là j'avais rejoué, je me retrouvais vraiment en phase dans le groupe, mais voilà, donc je termine là-bas en 2017. Donc effectivement, tu termines ta carrière en 2017 sur une note un peu moins positive que celle que tu aurais espérée. Mentalement, c'est un petit peu compliqué vu ce qui s'est passé à l'USAP, vu les blessures que tu as subies également. Il y a un conseiller en gestion de patrimoine pas très scrupuleux qui t'a escroqué. Et donc tu arrêtes ta carrière et pour tourner la page, entre guillemets, tu te lances corps et âme dans les études. Ouais, c'est ça, en fait, bon, ça fait déjà un petit moment quand même que je réfléchissais, alors même s'il n'y avait rien de sûr, depuis que j'étais à Perpignan, je savais que c'était mon dernier contrat, quoi qu'il arrive, donc j'avais avancé, j'avais fait des formations qui n'étaient pas diplômantes avec Proval, puis au fur et à mesure, en train de discuter, sur les 2 dernières années, je sais que mon fils jouait dans une petite école de rugby là-bas à la Salanque, et j'étais proche du président, puis bon, j'étais proche des parents, et du coup, la Salanque organisait des séjours l'été, je faisais venir les gamins de la Salanque à Aimé-Giral pour rencontrer les joueurs pros. Je m'investissais auprès d'eux. Et je me suis dit, pourquoi pas moi créer ça quand j'arrête en 2017, le lancer à Saverdun. Donc j'ai fait ça la première année, le premier été, ça s'est super bien passé. J'ai eu 30 enfants ici, les parents étaient contents. Et derrière, j'ai dit, je vais essayer de le créer à ma façon sur le modèle que moi je vivais en pension complète à Luchon. Donc j'ai eu l'opportunité de les créer sur Prats des Moyaux. Donc c'est toujours d'actualité puisque depuis 2018, j'ai le nombre d'enfants qui fait qu'augmenter. Voilà, je m'y suis lancé comme j'ai pu quand j'étais dans ma carrière. Voilà, j'y suis à fond dedans. Mais pour ça, il me fallait aussi des billes. Donc j'ai passé mon diplôme d'entraîneur, mon DE, qui me permet surtout d'être directeur de mes stages aussi et de coordonner toutes mes équipes. Et vu que ça a pris et que bien sûr maintenant il y a une gestion à avoir au niveau comptable et tout, j'ai passé ma licence à TBS l'année dernière en management qui m'a permis surtout de m'aider sur toutes ces parties-là, quoi, d'entreprendre quelque chose. Donc voilà, donc c'est pour ça que oui, j'ai eu besoin de me lancer dans ça, parce que j'avais délaissé mes études pendant toute ma carrière. J'avais fait un BEP, un CAP action marchande et j'avais validé mon bac pro commerce en 2002. Et juste après, j'ai commencé à signer mon premier contrat, donc j'ai mis de côté tout ça. Et c'est le regret que j'ai aujourd'hui. C'est sur ça que j'insiste auprès des enfants, et même des joueurs en activité, c'est que je pense que malgré le fait qu'on joue au rugby et qu'on ait un emploi du temps chargé, je pense qu'on a quand même du temps dans la semaine pour pouvoir aller voir ailleurs. On ne se rend pas compte qu'on est dans notre bulle. En fait, on est un peu déconnecté de la vie active, que ce soit dans les salaires, que ce soit dans les discussions qu'on peut avoir. Et je pense que si au fond de nous, on a envie d'entreprendre quelque chose, ou on a une passion,
Je prends l'exemple d'Alan Brazo, par exemple, le troisième ligne de l'USAP, qui est lui passionné de la mer, passionné de tout ça. Il a passé des diplômes, il est intervenu à Port-Vendre là-bas dans le milieu maritime. Il va sur tous ses temps de repos. D'autres qui aimaient faire kiné, ben, ils ont fait ça. Donc je pense que se servir d'une passion et aller voir quelque chose autre que le rugby dans la semaine, je pense que ça permet aussi d'appréhender mieux les blessures ou les choix sportifs que moi j'ai pris en pleine face. Voilà. Je vivais rugby, quoi. Et je n'acceptais pas si je jouais pas, pour moi voilà, je me mettais au fond du seau. Et donc je pense que le fait d'avoir aussi à côté une activité, ça peut permettre de s'évader, de passer à autre chose et de minimiser le fait que bon, mais oui, on n'est pas pris ce week-end, mais c'est pas grave, on vit bien, on vit de notre passion. Et moi je pense que à un moment donné, je l'ai laissé de côté tout ça. Je me rendais plus compte de la chance que j'avais. Et la claque que j'ai prise, je pense que ça y a fait, parce que là, du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Bon, c'est comme ça. Ça s'est arrêté, mais malgré tout, c'était un choix. C'est toi qui as décidé de Oui, ta carrière. C'est moi, parce que sincèrement, la dernière année, je fais quasiment toutes les feuilles de match à l'USAP, que ce soit en titulaire ou en remplaçant. J'ai que 34 ans. Je pense sincèrement que j'aurais pu gratter un contrat un an en Pro D2, mais c'était pas ma volonté, parce que tu peux plus t'entraîner correctement. Ça sert à rien d'aller. Voilà, je voulais pas. Je savais déjà qu'à Perpignan, c'était limite, et que le niveau fait que si tu t'entraînes pas la semaine, tu peux pas être performant le week-end. Donc ça, je voulais pas le faire. Mais je pense que j'ai pas pris assez conscience quand même d'arrêter et puis de me couper du monde pro, parce que je suis rentré de suite au village. De temps en temps, voilà, tu as besoin de parler peut-être avec des personnes, mais des personnes qui n'ont pas vécu ce que toi tu as vécu, c'est compliqué, parce qu'ils ont déjà leurs problèmes. Finalement, le fait que pendant 15 ans, je fasse que du rugby, je me confronte après à des gens qui, eux, pendant 15 ans, ont avancé dans leur vie active, et on est en décalage complet, quoi. Donc voilà, c'est ça qui a été le plus dur. Ouais. C'est très important ce que tu dis là. C'est vrai que dans les centres de formation, les jeunes ne sont pas forcément super bien préparés à l'après-rugby. On en fait des machines de guerre pour les préparer au professionnalisme, mais malgré tout, le scolaire est très régulièrement délaissé. Donc là, ça tend à changer. Hein. Mais ces jeunes sont mis dans une bulle en ayant des contrats espoirs dès 18 ou 19 ans et derrière en étant poussés dans le monde pro, si ça marche pour eux, ou alors parfois plus ou moins lâchés dans la nature, et à eux de se débrouiller à ce moment-là. Donc toi, ça, tu l'as vécu quelques années plus tard, après une riche carrière. Mais c'est très important ce que tu dis là. Le danger, il est là. C'est que moi, c'est pour ça que là, je vais le redire, parce que c'est important. Je ne cherche pas d'empathie, je suis pas à plaindre. Voilà, je suis pas à plaindre. Bien sûr que j'ai vécu des moments entre l'escroquerie, mais je veux dire, j'ai fait 15 ans, j'ai réussi à me faire un réseau. Je sais que dans tous les clubs où je suis passé, demain j'y vais, je suis accueilli, parce que je pense que je suis resté je peux me rader dans une glace, j'ai jamais menti, j'ai jamais trahi personne. Le danger, il est plus sur les gamins qui, comme tu disais là juste avant, qui pensent avoir quelque chose et qui l'auront pas, parce que malheureusement, les taux s'est resserré, les contraintes font que c'est devenu pro. Il faut bien se mettre ça en tête. C'est professionnel. Ça veut dire que le côté, bien sûr qu'on peut être professionnel, et le côté humain, il doit exister. Pour moi, il doit exister. Mais aujourd'hui, si tu fais pas partie du truc, t'as plus de seconde chance. Il y a d'autres gamins derrière qui vont arriver, qui vont sûrement te prendre ton truc. Et c'est pour ça que c'est important là, dans ces centres de formation, de leur faire bien comprendre ça. Et surtout quand ils choisissent leur cursus scolaire, c'est là où aujourd'hui c'est un peu compliqué. C'est que j'ai l'impression qu'on force les gamins à aller dans des cursus scolaires qui va avantager le club dans l'emploi du temps, et pas dans ce que le gamin veut faire. Alors il y a des exemples qui contredisent, puisque Alan Brazo, ce que je disais tout à l'heure, c'est que lui, il est allé vraiment là où il avait envie. Mais je sais que beaucoup, il y a eu à un moment donné des BTS MUC, là, les managements d'unités commerciales, tout le monde faisait ça. Le problème, c'est que ça a avantagé le club plus que le joueur. J'espère qu'on va arriver à dire, voilà, moi, un gamin de 22-23 ans, s'il a envie de faire ça, il faut l'amener là. Alors, il peut y avoir des contraintes, parce que, je sais pas, moi, il peut y avoir un gamin qui veut faire chaudronnerie ou plomberie, et ça va pas correspondre avec le métier de rugbyman, mais au moins, on le construit aussi, le gamin. Et c'est sur ça qu'il faut faire attention, voilà. Et derrière, bien sûr, les parents. Il faut que les parents comprennent que oui, c'est beau. Parce que moi, je ne changerais pour rien au monde les 15 dernières années que j'ai vécues, même si j'ai vécu des moments compliqués. J'ai vécu de ma passion, j'ai joué dans des villes, voilà, j'ai vécu Paris, j'ai rencontré des gens que j'aurais jamais rencontrés si j'avais pas fait cette vie-là. Mais ça, c'est, voilà, il faut pas idéaliser tout ça. Tout ça, derrière, il y a une vie d'un homme, comme tout homme, et on a des faiblesses aussi, et voilà, et ça, il faut le prendre en compte. Et quand on est parent, je pense que c'est important de le véhiculer auprès de notre enfant. Bon, moi, je vais y être confronté aussi, parce que j'ai mon fils qui a 12 ans et qui veut faire du rugby, qui est à fond dans ce truc, mais le rugby, c'est pas un métier, pas un vrai métier.
je reviendrai 15 ans en arrière, j'apprendrai un vrai métier et je ferai du rugby à côté. Voilà. J'aurais pris la claque, mais elle n'aurait pas été aussi violente. Durant ta carrière, qui a donc duré une quinzaine d'années, je suppose que tu as vécu des grands moments. Quel est ton plus grand souvenir? Il y en a un paquet, mais je pense que moi, presque, c'est les années avant d'être pro. Voilà, parce que c'est ces années avec Saverdun ici, ça y a joué, je pense, tu vois. Le fait d'avoir vécu ici, de jouer en première, de connaître des grands moments, parce on est monté. Pour moi, c'est un grand moment. On a fait monter un village en Fédéral 2, on a vécu un retour ici avec tout un village qui t'attend, t'arrives avec un tracteur. Enfin, mais ça marque, quoi, voilà. Et moi, je pense que ça m'a permis derrière, après, d'avoir toujours ce respect des anciens, qu'on commence à perdre un peu aujourd'hui. C'est ce qui me désole. Donc ça reste des souvenirs, comme le titre Esport, parce que avec l'USAP. avec l'USAP, les rapports sont sains. Je dis pas que dans le monde pro, là-haut, c'est pas sain, parce que entre joueurs, moi, je me suis lié d'amitié avec beaucoup de joueurs pros. Mais là, au moins, on ne se ment pas, quoi. C'est des aventures humaines vraiment. Alors, bien sûr qu'après, j'ai pas eu la chance de connaître un titre vraiment champion de France. Je pense que tu vis des grands moments. Voilà, moi, mes souvenirs, ils sont là. Après, bien sûr qu'il y a ces matchs de Coupe d'Europe qui donnent une saveur particulière à ces déplacements. Tu joues dans des stades voilà, à l'étranger, ça c'est top. Donc voilà, mes souvenirs, ils sont plus sur l'avant. Et c'est des périodes, je veux dire, pour moi, finalement, c'est que des bons souvenirs. Enfin, la période des 5 ans de Pau, c'est des mauvais moments parce que les gens ne voyaient que l'extérieur. Mais en interne, on s'était fait une bande de potes, quoi. Voilà, et voilà, c'est des super souvenirs, quoi, ça aussi. C'est drôle parce que dans les souvenirs que tu me cites, il y a beaucoup de moments, c'est des souvenirs humains que tu as. Donc autant lorsque tu jouais à Saverdun quand tu étais jeune, que par la suite, la cohésion qui a pu se créer dans le vestiaire à la section. Donc on voit vraiment que le rugby est un sport de valeur pour toi. Et ces valeurs, tu tentes de les véhiculer à ton tour maintenant parce que, comme on dit, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où on vient. Et donc après ta carrière, tu es revenu à Saverdun. Ouais. C'est ça. Après, les souvenirs comme on disait, c'est que si je mélange, j'y réfléchis aussi. Pour moi, c'est des bons souvenirs. Pourquoi? Parce que finalement, je jouais aussi. Tu vois, j'étais titulaire, je jouais. Et souvent, on ne voit plus après la même chose quand tu joues plus. Voilà, tu as l'impression que le groupe ne vit plus bien, alors que parce que c'est toi qui joues pas. Des fois, tu t'écartes toi-même du truc. Donc voilà. Moi, la période Racing, quand je dis que c'est pas la période Racing, on va dire les 6 derniers mois, on va dire que je suis pas en phase, mais c'est des souvenirs. J'ai joué avec des joueurs que j'aurais. Voilà, John Sexton, je jouais avec Johnny Sexton, je jouais avec Juan Martinez Hernandez, je jouais avec Juan Imhoff. Enfin, je veux dire, c'est des souvenirs, mais comme t'es plus dans le truc, dans le groupe, c'est pas les mêmes. Voilà, t'as pas les mêmes rapports. C'est pas pareil. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Et oui, après, oui, je suis revenu aux sources, donc j'entraîne aujourd'hui ici depuis 2 ans et demi. Depuis 3 ans, quand je suis revenu, le club voulait que je prenne l'équipe première, mais je me suis là aussi dévalorisé. Enfin, pour moi, je n'étais pas capable. Donc j'ai pris l'équipe B. D'accord. Je suis arrivé ici, j'ai entraîné l'équipe B au départ. Mais j'avais besoin de ça en fait. Et je crois que je suis content d'avoir fait ça. Parce que je pense que pour entraîner, il faut repartir au tout début. Donc j'ai passé mes diplômes. Et le fait de prendre l'équipe B, tu te mets encore plus dans le cambouis, quoi. Parce que les joueurs, déjà que c'est compliqué, les joueurs 1. Les joueurs de la baie, techniquement, tactiquement, mentalement, voilà, moi je suis arrivé avec une certaine rigueur et c'est vrai que les 3-4 premiers mois, c'était un peu compliqué, mais on y a mis tellement de cœur avec mes amis d'enfance qu'on avait pris qu'on avait des résultats, je pense, les mecs adhéraient. Après, bon voilà, l'équipe senior, c'était Fédéral 2, les résultats n'étaient pas bons. Donc à ce moment-là, en décembre, les dirigeants ont décidé de changer d'entraîneur. Donc c'est à ce moment-là que j'ai pris le truc. Voilà. Mais ça m'a fait du bien d'arriver et de prendre que ça. Voilà. Mais aujourd'hui, je suis à fond dans ça. J'interviens sur la section avec les petits. J'essaye La section sportive. La section sportive, oui, pardon, pas la section paloise. La section sportive du collège, ouais, parce qu'on a une section sportive ici et on a la chance de pouvoir suivre les gamins de la 6e à la 3e. Donc la majorité sont licenciés au club. Ça leur fait deux séances supplémentaires dans la semaine. Donc moi, j'essaye de leur inculquer mais les valeurs, comme on disait tout à l'heure. On discute beaucoup. J'essaye de les rendre autonomes. Et surtout, j'insiste sur le côté technique. Voilà, on fait des séances ludiques, techniques. Ça dure qu'1 heure. C'est pas physiquement, ça tape pas. Et ça leur permet d'avoir 2 séquences supplémentaires en plus de leurs entraînements. Donc ça, je pense que c'est valorisant et c'est important pour le club. Et donc voilà, donc je me retrouve complètement dans ça. Et ça rejoint aussi ce que je propose à travers mes semaines. C'est que je suis dans la transmission, dans le partage et ça me fait du bien. Je me sens j'ai cette mission à moi, j'ai l'impression que je dois faire ça. Voilà, donc voilà, je suis à fond dans ça.
C'est génial que tu racontes tout ça parce que c'est vrai que quand on discutait précédemment, tu m'expliquais que le rugby, tu as subi un certain écœurement à un moment quand tu étais professionnel. Et là, maintenant, tu es retombé les deux pieds dedans, quoi. Ben, ma femme pensait que ça allait être plus calme, mais c'est pire en fait. Mais après, ça, c'est ma nature aussi. Je me suis engagé là-dedans. J'entraîne une équipe de Fédéral 3, mais pour moi, je prépare mes séances comme si c'était une équipe pro, quoi. On fait des séances vidéo. Alors, j'y passe du temps, mais pour moi, c'est important. Voilà, quand tu t'engages, j'ai cette notion d'engagement. C'est ce que je reproche souvent à mes joueurs qui s'engagent en prenant la licence et qui font passer des fois d'autres choses avant. Donc voilà, mais c'est pour ça qu'à terme, j'ai ce côté qui me plaît et je me suis pris vraiment dans l'entraînement, dans essayer tout le temps de réfléchir à des nouvelles choses. Donc on verra la suite. Mais c'est vrai que j'ai besoin de ça. Et puis bon, voilà, oui, je suis né dedans. Mais aujourd'hui, à la différence que j'avais quand j'étais joueur, et pour pas refaire les mêmes erreurs, c'est que en plus de l'entraînement, je fais autre chose. Voilà. Je lis beaucoup, voilà, chose que je faisais plus, ou que j'ai jamais fait, mais je lis. Quel est ton style de lecture? Je lis un peu de tout, mais là, j'ai lu des livres de Michel Serres, philosophe. Je lis des livres de beaucoup de management. Je me suis, en fait, je me mets dans la peau des gens, de leur quotidien au travail. J'aime connaître en fait le profil de chacun, donc je lis pas mal de choses. J'ai lu aussi des choses de John Wooden, c'est un ancien éducateur sportif de baseball, de basket, pardon, aux États-Unis. Donc voilà, je lis beaucoup. Puis bon, après aussi, mes stages font que, en plus du rugby, je suis obligé de communiquer dessus, de trouver des partenaires. Donc voilà, j'ai multitâches, mais ça me fait du bien, quoi. Tu viens de me parler de tes lectures et autres. Au travers de ta carrière ou de ta vie plus globalement, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré? En premier lieu, je pense que de toute façon, la première personne à qui il faut que je pense, c'est mon père. Déjà, au décès de ma maman, il aurait pu aussi tout balancer, tout truc, et je pense qu'il s'est mis en quatre pour m'élever du mieux possible. Il a été entouré, c'est sûr, mais lui, il a toujours cru en ça, en fait. Il faisait des notes que j'ai lues il n'y a pas longtemps. À chaque anniversaire, en fait, il y a une photo. On avait l'habitude de faire tous les ans mes anniversaires, bien sûr, en famille. Et encore maintenant, on fait toujours la photo au même endroit dans le jardin chez mon père. Voilà. Donc il a 36 photos, les 36 mêmes photos, de 1 mois à 36 ans. Et à chaque photo, il les a collées sur un cahier. Et il fait un résumé de l'année qui est passée. Et pour avoir lu beaucoup de choses, voilà, lui, il a toujours su que j'allais faire ça. Il m'a toujours vu dans le rugby, il a toujours fait pour que je fasse du rugby. Il m'a mené aux sélections, il venait me voir. Voilà. Et c'est vrai que pour y avoir maintenant un peu réfléchi, je pense que ce côté paternel proche, qui je pense m'a jamais remis en question finalement. Même quand j'avais un mauvais caractère ou une mauvaise attitude, il m'a toujours peut-être dit, il m'a jamais voulu me dire que je faisais le con là, tu vois. Il t'a beaucoup protégé. Je pense que ça y a joué aussi dans mes attitudes que j'ai eues par moment en fin de ma carrière. Mais il l'a fait, c'est un papa qui défend son fils et enfin, qui a élevé son fils. Donc bien sûr que maintenant je m'en inspire. Peut-être je m'en suis pas trop inspiré pendant ma carrière, je m'en ai pas compte, mais maintenant que je suis père de famille, oui, je m'inspire de sa façon, voilà, ça c'est sûr. Après, si je rejoins le rugby, oui, j'ai une carrière un petit peu avec Nicolas Durand, qui était demi-mêlée à l'USAP, et on s'est connus quand on était à Jolimont ensemble. Il est issu d'un petit village aussi comme moi, et on a eu la chance de se connaître à Perpignan. Moi, j'étais sa doublure, voilà, mais on était proches dans la vie. On était tout le temps ensemble. Puis bon, on s'est un peu quitté quand je suis parti à Pau et on s'est retrouvé. L'anecdote a fait qu'on s'est retrouvé au Racing. Et voilà, lui, parce qu'au Racing, du coup, c'est moi qui jouais et lui, il était plus en phase avec Pierre Berbier, mais ça a jamais. Voilà, on a toujours gardé des relations fortes d'amitié. Et c'est vrai que ce côté qu'il avait dans un groupe, alors bien sûr très caractériel. Mais voilà, je m'en ai inspiré parce qu'il véhiculait des bonnes choses aussi et ce côté qu'il avait avec les avants, en dehors, sur le terrain. Voilà. Un vrai meneur, effectivement. Ouais, un vrai meneur. Ouais. Enfin, un vrai neuf. Voilà. Un vrai neuf avec son caractère, voilà, mais quelqu'un d'entier. Voilà, c'est surtout ça qui était important. Et puis c'est le joueur avec qui on a le plus peut-être évolué parce qu'après on s'est retrouvé à Perpignan quand je suis rentré. Donc voilà, en plus du rugby, c'est un ami, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que ouais. Super. Et t'as gardé des liens avec le rugby pro? Alors oui. Alors ce que je disais tout à l'heure, le fait de m'être coupé un petit peu au début, ça m'a...
Bon, ça a été un peu difficile, mais je suis resté proche, oui, je suis resté proche parce que, bon, mais du coup, vu que j'ai passé mes diplômes d'entraîneur, David Marty, là, qui est 3/4 de l'USAP aussi, qui entraîne les espoirs, passé ses diplômes à ce moment-là aussi, on est proche aussi dans la vie. Donc je suis proche avec les joueurs. Ouais. Avec les joueurs, j'ai gardé beaucoup d'amitié. J'ai des contacts des joueurs à droite à gauche. Moins après avec les dirigeants, mais c'est des joueurs c'est des personnes. Je sais très bien que quand je viens à Perpignan, j'ai les portes ouvertes au centre d'entraînement. Je peux aller voir Patrick, Arletas, il n'y a pas de problème là-dedans. Voilà, mais maintenant, je suis tellement impliqué dans le monde amateur qu'aujourd'hui, et entre mes stages, que voilà, je suis à fond là-dedans et voilà, je ne cherche pas non plus à aller nulle part, quoi, voilà. Après, l'année dernière, j'ai fait intervenir des personnes, des joueurs pros et des entraîneurs. Franck Azema est intervenu sur mes semaines de stage. Donc j'ai la chance de pouvoir, Franck, de pouvoir aller le voir à Clermont. Je sais que je pourrais les avoir, mais il faut trouver le temps et les week-ends pour le faire. Mais oui, voilà, j'ai pas coupé, je coupe pas, quoi, voilà. Si tu pouvais reparler au petit Sébastien quand il a attaqué le rugby, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais déjà de ne pas être feignant par moment comme il a pu l'être. Parce que déjà j'ai des exemples par rapport à ces stages que je faisais quand j'étais gamin à Luchon. À 15 ans, vu que ça fait déjà 6-7 ans que je faisais la même colonie, j'avais là-bas pareil, tout le monde me connaissait. Voilà. Et on m'avait proposé de passer mon BAFA pour être éducateur après là-dedans. J'ai dit non. Mais peut-être ce côté, je sais pas si c'était la fainéantise, mais peut-être le fait de me dire aussi que de toute façon, j'aurais j'étais quelqu'un, j'ai pas été pourri gâté, mais voilà, je pense que j'ai beaucoup abusé. Je sais même pas si ça a été fait inconsciemment ou consciemment, mais le fait d'avoir ce manque maternel, je pense que beaucoup de ma famille m'ont laissé passer beaucoup de choses. Et quand je disais quelque chose, je l'avais. Donc peut-être que ça y a joué à tort. Donc je lui dirais par contre de travailler déjà dès tout petit, et que même si on a des avantages, voilà, il faut aller se chercher les choses, que ça ne tombe pas du ciel. Ça, et puis de se créer peut-être, oui, un métier, comme je disais tout à l'heure, d'aller au bout du truc. Je suis pas allé chercher, j'ai pas assez creusé. Je me suis intéressé à des choses. Voilà, je m'intéressais beaucoup à autre chose, mais je suis pas allé au bout du truc. Voilà. Donc plus sur ça. Maintenant, après, non, sur le joueur, sur ce qu'il est devenu, non. Si, pareil, oui. Peut-être qu'à des périodes, je me suis laissé porter par le contrat qui courait. Et je me suis surtout pas rendu compte par moment ce que je faisais et où j'étais surtout. Je repense un peu au Racing, voilà. Donc je lui dirais surtout de faire un peu plus d'efforts et de pas surfer que sur un petit peu les acquis que j'avais de naissance, quoi, voilà. On arrive à la fin du podcast. Qui voudrais-tu que j'invite sur un prochain numéro? Emmanuel Macron? Non, je rigole. Ça va être un peu compliqué de le joindre et je suis pas sûr qu'il soit fan de rugby. J'aimerais bien savoir si un joueur qui a connu la gloire vraiment se retrouve un petit peu dans ses paroles, tu vois. Fred Michalak peut-être, un Frédéric Michalak, ou Sébastien Chabal, un mec qui a eu une grosse notoriété. Est-ce qu'il se retrouverait? Est-ce que lui aussi il a vécu l'arrêt de carrière? Comment il l'a vécu? Des petits trucs comme ça, peut-être ça ferait aussi évoluer le monde du sport, que certains joueurs connus et reconnus qui ont gagné des titres puissent, et qui ont gagné peut-être beaucoup d'argent aussi, s'expriment aussi publiquement. Et voilà, je pense que le rugby nous fait acquérir on ne veut pas se livrer, en fait. On veut se donner une carapace de mecs forts. Si on se plaint, enfin, ou si on donne nos pensées, on va passer pour des faibles. Moi, je ne pense pas être un faible. C'est que par moment, oui, tu subis des choses et tu les encaisses différemment que d'autres, peut-être qu'ils les encaisseront bien. Donc voilà. Et donc j'aimerais bien savoir peut-être que des joueurs comme ça, sur des interviews un petit peu libres, puissent s'exprimer aussi. Voilà. Ok, bon, Frédéric Michalak, Sébastien Chabal, l'invitation est lancée. Ah ouais. Donc, dernière question par laquelle je clôt tous les épisodes du podcast. À quoi voudrais-tu mettre une cravate? On va dire qu'aujourd'hui, il y en aurait à mettre des cravates dans le monde qu'on vit. Non, mais ce qui me déplaît des fois, c'est souvent des personnes qui veulent gagner, enfin, qui veulent peut-être réussir et qui veulent écraser les autres. Pas de l'égoïsme, mais je pense que
Il y a de la place pour tout le monde pour réussir et en ayant des convictions, mais ça sert à rien de vouloir écraser les autres, quoi. Voilà, si je fais la comparaison avec un joueur de rugby, on est en concurrence avec un demi-mêlée, on est en concurrence avec des ouvreurs. Ça me serait jamais venu à l'esprit de vouloir écraser le mec, quoi, qui est derrière moi. Au contraire, c'est plus un coéquipier. Et ce que je retiens de ma carrière, c'est que des messages de certains entraîneurs, c'est que la concurrence, elle est en face, elle n'est pas dans l'équipe. Et voilà, ça m'embêterait d'être... Voilà, si un jour, je sais pas, je suis salarié dans une entreprise, qu'un collègue à moi veuille à tout prix quelque chose à ma place. Donc ça serait mettre une cravate à des gens qui sont comme ça et qui veulent écraser le monde pour réussir eux, alors que je pense qu'en s'entraînant, il y a de la place et de la réussite pour tout le monde. Si des parents veulent envoyer leur enfant à un de tes stages, comment doivent-ils s'y prendre ? Alors depuis l'année dernière, j'ai un site internet, voilà, qui a été créé par une dame de Praz-et-Moyaux qui m'a aidé là-dessus. Donc voilà, c'est un lien sur internet, c'est sébastien-descom.fr. Il y a toutes les informations des stages, de ce qu'il y a eu, des années précédentes. Voilà, après une page Facebook, stage de rugby Sébastien Descom. Voilà, c'est à l'image de moi, quoi. C'est qu'en 2017, il a fallu trouver un nom. Bon, ben, on va l'appeler comment ? Stage rugby Sébastien Descom. Bon, voilà. C'est efficace. C'est efficace, voilà, mais voilà, donc facilement à trouver. Après, je m'efforce maintenant d'aller dans les clubs aussi pour me faire connaître à travers ces séjours. Et je propose aussi au monde amateur, les clubs amateurs, à venir sur leurs entraînements, à proposer des séances que moi je fais faire ici à la section. Toujours un peu dans la transmission, et je trouve que je pense que je peux transmettre aussi bien à des enfants qu'à des éducateurs qui des fois peut-être sont en manque de contenu de séances. Voilà, donc facilement joignable, trouvable sur internet, et puis en plus les dossiers d'inscription sont téléchargeables directement en ligne, donc une fois que moi je reçois ça, je rentre en contact avec les gens, et le contact se fait facilement. Merci pour ton accueil, Sébastien. De rien, avec plaisir. Merci à toi. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait vraiment à le faire reconnaître. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux où vous trouverez facilement Rugby Mercato sur Facebook et Instagram. D'ailleurs, que vous soyez joueur, entraîneur ou représentiez un club, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur rugbymercato.net, le site de recrutement rugby. A bientôt pour un nouvel épisode de La Cravate.